Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin et je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement le président, le directeur général et l'ensemble de l'association de l'ARI, parce que j'ai bien compris que c'était vraiment une famille, on va dire, et donc merci à tous. Alors aujourd'hui, en effet, nous allons parler dans un premier temps, là, dans cette matinée, des émotions et de ce que dit un peu au niveau de ces émotions, ce qui se passe au niveau de notre cerveau. Mais j'allais vous poser la question, qu'est-ce qu'une émotion? Là, lorsque l'on se pose la question, vous avez certainement plein d'idées qui vous viennent en tête. Alors, je ne sais pas. On a tous plein d'idées qui viennent en tête, mais si je vous demande une définition précise, là, souvent, c'est un petit peu plus complexe. Et on peut en fait définir cette émotion comme un processus. Ça va toujours être rapide, une émotion, et ça va être constitué de deux étapes. La première étape, ça va être un mécanisme de déclenchement qui va être fondé sur la pertinence de l'événement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pour un même événement qui va arriver à une personne ou à une autre, il pourra déclencher ou pas une émotion. Puis, quand cet événement est pertinent, affecte la personne, eh bien, on aura cette réponse émotionnelle qui comporte donc plusieurs composantes que nous allons voir ensuite. Alors, pareil, de combien d'émotions disposons-nous? Là aussi, si on y réfléchit un petit peu, souvent on voit toute une kyrielle, un nombre très important. Il faut savoir qu'on a des émotions dites primaires qui sont en nombre très limité, puisqu'on considère on s'accorde, il y a plusieurs théories, mais sur 6 émotions primaires. Alors, une émotion primaire, eh bien, ça va être une émotion innée, une émotion fondamentale. Donc, on va trouver la joie, la tristesse, la peur, bien sûr, la colère, la répugnance ou dégoût et la surprise. Alors, il va pouvoir y avoir différentes intensités dans ces émotions qui peuvent être donc plus faibles ou plus fortes, puisque la joie peut être une simple au départ satisfaction, puis quand elle est très importante, elle va pouvoir apparaître comme l'extase. De la même façon, donc la distraction va ensuite pouvoir amener la surprise ou la stupéfaction lorsque cette émotion est très intense. Alors une émotion, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une humeur non plus. Et ce qui va différencier sentiment, humeur, d'émotion, ça va être la durée. Et plus une émotion va être intense, plus en fait elle va être courte. Par exemple, donc la joie va être de courte durée, puis va pouvoir donner naissance à une bonne humeur. Une bonne humeur, c'est déjà quelque chose de plus durable, puis l'amour, par exemple, qui est un sentiment, encore plus. Alors, je vous disais tout à l'heure, il va y avoir un déclenchement, un déclencheur au départ, puis une réaction. Une réaction, et d'ailleurs, Katia l'a bien expliqué, on a plein d'expressions dans la langue française qui permettent de définir, de décrire ces différentes réactions. Et il va y avoir une composante physiologique, une composante expressive et une composante cognitive. Alors, la composante physiologique, pour un petit peu vous la décrire, j'ai choisi de vous présenter cette étude qui a été réalisée par une équipe finlandaise sur 773 sujets qui étaient finlandais et taïwanais, afin qu'il n'y ait pas de biais culturel, à qui on venait projeter des mots ou des petites histoires ou des images ou des films. Et ils avaient des petites silhouettes en carton devant eux, ils devaient décrire les réactions corporelles qu'ils ressentaient, c'est-à-dire les sensations qu'ils allaient ressentir au niveau de leur corps. Et voilà ce que ça a donné. Vous
voyez ici donc représenter, donc lorsque ils ne ressentaient aucune affection particulière, la couleur ici est représentée en noir, puis plus quand leur activité, donc les sensations corporelles augmentaient, eh bien on y voit, c'est représenté ici par des couleurs chaudes, ou au contraire, lorsqu'ils sentaient une diminution de ces sensations, par des couleurs ici dans les bleus, donc des couleurs plus froides. Et vous voyez donc ici par exemple la colère, ici en haut à gauche, eh bien c'est un embrasement du corps, en particulier du haut du corps. La peur aussi ici juste à côté va mobiliser, va venir entraîner des réactions corporelles. Donc, mais vous voyez par exemple que la colère ici, jusqu'au bout des membres, les poings y compris, etc., il y a cette activité qui est décrite. Et voilà, la joie ici, c'est un embrasement de l'ensemble donc de l'organisme. Et cette réaction donc physiologique que l'on reverra un petit peu, elle est aussi souvent associée à une réaction expressive. Donc, sans avoir de commentaires ou d'annotation particulière, je suis persuadée que chacun reconnaît ici quelle émotion exprime chacun de ces visages. Et même lorsque l'on n'a que le petit bandeau des yeux, ou ici uniquement la vue sur la bouche, eh bien, il y a ces expressions reconnaissables qui sont ce qu'on appelle justement innées et universelles, car on peut les retrouver comme ça partagées par l'ensemble des peuples et même d'autres animaux tels que les primates non humains pour certaines. Alors ces expressions-là, eh bien, il y a un neuropsychologue qui s'appelle Paul Ekman qui a fondé en fait toute une théorie et une pratique qui permet de les reconnaître, de les classifier. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cette série qui est Lie to Me, une série américaine. Donc il y a un petit film, je ne sais pas si vous avez la possibilité de le passer. Mais en tout cas, cette série, je vous la recommande. Et c'est ici donc le docteur Cal Lightman qui collaborait avec le FBI pour réellement être un expert en tant que détecteur de mensonges. Et ça reposait justement, ça a été coécrit, en tout cas, ça a été une collaboration avec Paul Ekman et ça retraçait un petit peu sa vie. Et ça permet, en effet, c'est ce qu'on appelle la méthode du fax, donc l'analyse des expressions faciales, où il va y avoir des micro-expressions qui seront détectées. Il y a une décomposition en unités d'action, c'est-à-dire vraiment en micro-expressions qui sont environ de 30 et qui, quand on les combine, on peut retrouver jusqu'à donc 10 000 combinaisons. Et 1 minute de vidéo pour venir vraiment analyser ce que sont ces expressions spontanées, ici va nécessiter 3 heures de codage, ou plus exactement de décodage. Alors il y a les unités d'action qui vont être également plus fiables que d'autres, parce on peut tous sourire, sur un sourire un petit peu forcé, etc. Mais il y a des expressions du visage que l'on ne peut absolument pas contrôler, que l'on ne peut pas mimer, et qui sont signes, là aussi, de grande authenticité. Alors la réaction cognitive aussi, donc cette fois c'est le cerveau qui va être au cœur de cette réaction, même si, on va le voir, il est impliqué dans l'ensemble des composantes d'une émotion. Alors j'ai ici choisi de représenter, vous avez vu avec M. Bossler, pour ceux qui étaient à la première conférence, là on en a revu quelques extraits. En fait, on peut, pour prendre ici cette représentation du cerveau qui est
qui a été proposé par le neurochirurgien Paul MacLean et qui considère en fait ce cerveau en 3 étapes, c'est-à-dire un cerveau très profond qu'on va appeler reptilien, qui est le cerveau le plus primitif qui va gérer donc les fonctions de base et de survie humaine. Le cortex qui est celui qui est un peu le propre de l'homme, propre étant un peu impropre comme terme, mais en tout cas c'est chez l'homme qu'on le trouve le plus développé. Et puis au centre, là, entre ces 2 couches, je dirais, le système limbique, qui est vraiment la partie du cerveau donc, qui va être le centre de nos émotions. Ça va être un cerveau instinctif, spontané. Et par contre, donc, l'ensemble de notre cerveau, vous l'avez pu le réentendre tout à l'heure dans la petite vidéo, eh bien, ça va être, ce cerveau va fonctionner en réseau et donc les 3 parties interviennent dans ce système. Alors, on est tous individuellement on a un certain quotient émotionnel, certains parlent d'intelligence émotionnelle. On a beaucoup d'intelligence, hein, c'est quelque chose qui ne se restreint pas du tout ni aux connaissances, ni aux capacités d'abstraction ou de raisonnement. Et ça va consister en fait en une gestion des émotions qui va résider dans le bon usage des émotions, puisque en fait, ces émotions sont d'excellents signaux d'alarme et ça permet, en fait, quand on a cette capacité de les comprendre et donc de les gérer, un équilibre entre l'émotion et la raison. Alors, le quotient émotionnel, eh bien, ça sera justement l'aptitude déjà à identifier soi-même ce que l'on ressent et également ce que peuvent ressentir les autres. C'est aussi l'aptitude à comprendre pourquoi on ressent cette émotion et, par exemple, aussi son évolution, c'est-à-dire qu'une émotion va naître, puis elle va pouvoir évoluer en une autre émotion. Je vais prendre l'exemple du vol de sac à main dans la rue. Vous faites arracher le sac à main, la première émotion, ça va être la peur. Et cette peur donc, va vous envahir, puis petit à petit, elle va se transformer peut-être en colère. C'est donc quelque chose qui vous impacte et va faire naître un autre type d'émotion. Il va y avoir une évolution dans le temps. Et puis après, une fois qu'on a eu la capacité de les identifier, les comprendre, merci, eh bien, on a aussi la possibilité de raisonner sur ses propres émotions et sur celles des autres. Et ensuite, les gérer, que ce soit donc les siennes et également celles des personnes avec qui on interagit. Alors les émotions, par exemple, elles vont avoir un impact très important sur la mémoire. Lorsque l'on est en proie à une émotion, lorsque l'on va vivre quelque chose de nouveau et que cet événement est chargé émotionnellement, eh bien on va avoir une capacité à conserver ces souvenirs de façon beaucoup plus prégnante, beaucoup plus importante. En fait, juste après un événement, lorsqu'il se produit, il va y avoir ce qu'on appelle l'encodage, c'est-à-dire la mémorisation qui va s'effectuer et il va être identique que cet événement soit chargé émotionnellement ou pas. Par contre, après, avec le temps, eh bien, ça va être beaucoup plus vite oublié, les événements, les choses que l'on a pu rencontrer qui étaient neutres émotionnellement, alors qu'il va y avoir donc des traces beaucoup plus tenaces, un encodage, une mémorisation beaucoup plus importante lorsque cet événement est chargé émotionnellement. Je prendrai l'exemple des attentats, que ce soit les premiers en 2001 ou plus récemment, malheureusement, à Nice en 2016. On se souvient de ce qu'on faisait. Si on cherche, on va voir où est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on était en train de vivre. On peut le décrire de façon très, très précise. Par contre, si je vous demande la semaine dernière, vendredi, qu'est-ce que vous faisiez, ça va être beaucoup plus compliqué et ça ne va pas être donc quelque chose qui sera resté alors que c'est beaucoup plus proche, gravé dans votre mémoire. Par contre,
évidemment, quand l'émotion est trop forte, quand elle submerge, quand elle est intense ou prolongée, là il peut y avoir un autre effet qui va être au contraire donc cette dissociation entre et donc cette perte de mémoire de cet événement. C'est ce qu'on trouve par exemple impliqué dans le stress post-traumatique. Alors justement, ces émotions, lorsqu'elles commencent à se déréguler, je dirais, eh bien on va assez rapidement pouvoir arriver au stress. Le stress qui va être l'ensemble des réponses de l'organisme face cette fois à des événements, des pressions ou des contraintes qui vont donc arriver de son environnement. Et là aussi, je vous disais tout à l'heure, pour les émotions, ça va dépendre un petit peu de l'événement qui va provoquer une réaction émotionnelle ou pas. Pour le stress, ça va être de la même façon une réponse donc, de l'organisme, une réponse de l'individu qui va dépendre donc de ce qu'il ressent comme pression et de ce que représentent ces pressions pour lui. Un même événement peut stresser donc une personne et être tout à fait neutre pour une autre personne. Je vais prendre les examens, un contrôle. Certains vont être envahis par le stress, d'autres vont pouvoir composer et s'en sortir très bien. D'autres événements aussi vont pouvoir être, selon l'individu, ressentis ou pas comme un stress. Alors, qu'est-ce que dit la médecine au niveau de ce stress? Eh bien, c'est, pour une définition médicale, c'est une séquence complète d'événements qui provoquent donc des réactions physiologiques. On en a vu un petit peu tout à l'heure quels pouvaient être les effets, on va maintenant les détailler, et également des réponses psychosomatiques. Alors, ça va pouvoir amener différentes émotions, ce stress, et quand il perdure et quand il vient donc être chronique, peut aboutir également à l'anxiété. Alors, il y a des stresseurs, parce que stress en français, c'est un petit peu un mot qui est employé de façon qui est un petit peu dévoyé, parce qu'on parle de stress pour beaucoup de choses. Et le stress, ça va être déjà un événement, je vous dis, et également après une réaction. On va utiliser le même mot pour donc cet événement qui va être déclencheur et la réaction ressentie, etc. Ces stresseurs, ça serait plus juste de dire l'événement, mais ce sont des stresseurs, des événements stresseurs, puis ensuite la réponse qui, elle, va être un stress. Mais on va voir que ce stress, ça ne veut pas dire obligatoirement quelque chose n'a pas obligatoirement une connotation négative. Donc il y a une échelle de stress objective qui a pu être mise en place. Ça a été donc Holmes et Ray qui ont établi cette échelle de stresseurs externes. Et on a donc sur cette échelle des scores, et ces scores donc, qui vont de 10 à 100, eh bien, vont pouvoir être un peu évalués comme ça sur la vie de l'individu et regarder un peu quel score de stress on peut avoir vécu dans l'année écoulée. Alors, il va y avoir des stress aigus, c'est-à-dire vraiment ponctuels. Ça peut être un accident, ça peut être trop de choses à faire à un moment donné, des conditions de vie ou des relations entre personnes qui sont conflictuelles. Après, ça peut être aussi des événements de la vie qui vont toucher différents domaines, la perte d'un travail, une contrariété et une dispute entre amis proches, et puis aussi des épreuves de vie ou traumatismes, un divorce, un deuil, etc. Donc cette échelle de stress, elle reprend tout ça, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que, par exemple, un mariage, on va se dire, un mariage, c'est joyeux, ça ne va pas être source de stress, c'est du bonheur, c'est deux personnes qui s'aiment, c'est une famille, des amis qui se réunissent. Eh bien, c'est un événement qui va être, de façon objective, stressante. Quand une grossesse, de la même façon, parce que ça change, c'est un événement qui va venir donc
changer un quotidien, etc., va avoir un certain niveau d'impact sur ces stress objectifs. Et même les vacances, hein, qui sont ce que l'on attend, surtout à cette période de l'année où on est fatigué, où on commence à voir poindre les vacances d'été, ben c'est aussi une source de stress, même si elle est plus faible. Et tout à l'heure, donc, Jacques Pantaloni nous parlait d'équilibre, hein, et de cette importance de cet équilibre, et en même temps, donc, on va appeler homéostasie en physiologie. C'est en permanence cet équilibre, eh bien, des forces perturbatrices, mais perturber ne veut pas dire obligatoirement donc, de façon négative, ça peut être aussi des agents nocifs, et on va être équipé, je dirais, notre organisme est équipé de mécanismes, de fonctions, de forces qui contrebalancent en permanence et qui viennent neutraliser, rééquilibrer donc nos différentes fonctions et nos différents ressentis. Et puis quand on a ces stresseurs ici qui viennent donc nous affecter, eh bien l'homéostasie, elle est menacée. Ma balance, là, qui était à l'équilibre, commence à être plus instable. Et on va avoir aussi on va être équipé là aussi d'un certain nombre de mécanismes de réponse adaptatives, qui vont pouvoir permettre le retour à cet équilibre. Alors, qu'est-ce que c'est ces réponses, je dirais, adaptatives? Eh bien, ça va être justement ce système nerveux qui va être impliqué. Alors d'abord, on va avoir ce qu'on appelle ici le système nerveux périphérique, c'est-à-dire non pas le cerveau, mais celui qui vient, donc qui innerve l'ensemble de notre corps. Et c'est lui qui va être à l'origine, par exemple, des réactions aiguës, spontanées, rapides, que je vous décrivais tout à l'heure dans les réactions physiologiques. Alors il y en a un, si on vient parler un petit peu ici des acteurs moléculaires, je pense que vous en connaissez tous une, hein, quand on parle justement d'émotions intenses ou de stress. Si on prend la peur, qui c'est une des émotions qui a été le plus étudiée et vécue par tout le monde. On dit souvent, mais j'ai fait un pic d'adrénaline. Hein. Oh là, ça m'a stressé, j'ai eu... Eh bien, cette adrénaline, c'est ce système nerveux périphérique ici qui va être donc à l'origine de sa sécrétion, qui va venir affecter, donc agir sur l'ensemble de nos organes, donc que ce soit le système cardiovasculaire, le système respiratoire, le système digestif, et qui va être à l'origine de toutes ces réactions corporelles que l'on ressent dans ces situations, et qui vont avoir des fonctions très précises, justement, adaptatives. La peur, qu'est-ce qu'on a comme possibilité quand on est face à un événement, face à un danger? Soit de fuir, soit de combattre. Et pour ça, il nous faut quoi? De l'énergie. Et où faut-il de l'énergie? Au niveau des muscles. Qu'est-ce qui va nous apporter cette énergie? Le sang, en venant nous amener donc le glucose nécessaire. Donc le cœur s'accélère pour, comme ça, distribuer l'énergie aux organes qui en ont besoin. Nos poumons, là aussi, notre respiration va augmenter, meilleure oxygénation, meilleure nutrition, et on est apte de cette façon notre organisme est apte à s'adapter. Donc il y a cette adrénaline et noradrénaline. Alors elle est synthétisée, cette adrénaline, au niveau d'une glande qu'on appelle les glandes surrénales, qui est ici localisée juste au-dessus du rein. Et ça va être le cœur de cette surrénale ici qui va venir libérer dans la circulation sanguine l'adrénaline et la noradrénaline. Ça augmente notre attention, ça augmente notre vigilance et ça va venir donc impacter un certain nombre de fonctions comme je vous l'ai dit. Il y a un autre acteur moléculaire, un autre système qui va être impliqué dans les mécanismes du stress, ça va être donc ce qu'on appelle l'axe corticotrope. Alors, qu'est-ce que c'est que cet axe corticotrope? Eh bien, vous voyez que ça naît ici, il débute ici au niveau donc, du cerveau, dans une petite zone qu'on appelle l'hypothalamus.
Et il va venir donner l'ordre à l'hypophyse qui elle-même donnera l'ordre, encore une fois au surrénal, cette fois de sécréter du cortisol. Le cortisol, c'est ce qu'on appelle donc très généralement, très souvent l'hormone du stress. Ce cortisol donc, va permettre là aussi une mobilisation des ressources, une vigilance accrue. C'est lui par exemple qui vous permet le matin de passer de cet état léthargique, quand on commence à se réveiller, à cet état dynamique d'éveil et de mobilisation. On a un pic de cortisol le matin juste avant donc, de se réveiller. Donc c'est là aussi quelque chose de tout à fait physiologique et on va avoir, donc lorsque l'on est face à un événement stresseur, eh bien cette augmentation, si ici on prend les concentrations, donc ce qu'on trouve comme niveau de cortisol sanguin lors de cet événement, il va y avoir un pic qui va venir augmenter et puis ça va être ensuite régulé et revenir, donc une récupération et ce cortisol va redescendre. Donc ça c'est tous les stress, les réactions au stress tout à fait positives, tout à fait adaptées qui nous permettent dans les situations de tous les jours donc d'avoir cette balance qui fonctionne. Et pourquoi ça vient ici? Donc, comment est-ce que l'organisme a cette capacité de venir donc ensuite récupérer et donc par l'intermédiaire d'un niveau de cortisol qui baisse, donc toute cette vigilance, toute cette mobilisation va ici se calmer? Eh bien, c'est parce qu'il existe, et en endocrinologie, c'est quelque chose qu'on va retrouver très régulièrement, il est capable d'effectuer donc ces actions, de venir mobiliser voilà, un certain nombre de fonctions et de lui-même, il va envoyer des signaux ensuite d'arrêt. Ici, c'est mes flèches rouges qui remontent au niveau de cet hypothalamus, au niveau de ce cerveau, pour lui-même, une fois qu'il a été libéré, stopper donc la synthèse et sa sécrétion. Donc c'est lui qui a la capacité d'agir, puis de lui-même venir éteindre en quelque sorte sa sécrétion, sa libération. Donc ça fait, c'est ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif. Donc il va y avoir ici, si on prend cette représentation du stress et de son côté positif, mais qui peut devenir ensuite donc, négatif et pathologique, nos performances, nos efficacités, le stress avant les examens par exemple, ben, ça va être bénéfique parce que ça va nous mettre, donc nous venir mobiliser toutes nos ressources et on aura une efficacité, des performances qui vont augmenter. Puis il va y avoir une phase de résistance et quand l'intensité ou la durée du stress est trop prolongée, eh bien une phase d'alarme où là, cette fois, on tombera dans un stress pathologique. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, quand on est dans un stress pathologique? Eh bien notre cortisol, qui avait cet effet très bénéfique, ici, il va avoir une tendance à rester haut, il va y avoir une hyperactivité donc, de cet axe corticotrope, une difficulté, une absence de récupération, et c'est dans ces moments-là que vont être engendrés un certain nombre de troubles que l'on va voir là. Ce cortisol, qui avait cette capacité de venir éteindre donc sa libération, lui-même sa libération, eh bien ce rétrocontrôle ne se fait plus. Alors ça va pouvoir donner un certain nombre de troubles, il y a un certain nombre de pathologies qui sont associées au stress chronique. Ça va affecter un petit peu donc toutes nos fonctions. Le cœur, par exemple, ça va augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Ça va aussi être en lien, on a pu le montrer avec l'asthme, avec l'émergence de maladies respiratoires. Il peut y avoir aussi, ça peut engendrer des prises de poids, de perte de poids ou au contraire d'apparition d'obésité, le système immunitaire, le diabète. Beaucoup de pathologies sont associées comme ça et sont en lien avec ce stress chronique. Alors, ce stress et cette gestion des émotions, puisque c'est ce que l'on regardait tout à l'heure, ça
vient ici, donc, ça permet de définir une certaine intelligence ou quotient émotionnel, et donc on aura des moteurs et des inhibiteurs. Ici, lorsque l'on a une bonne connaissance de soi, je vous disais la connaissance de ses émotions, ensuite la compréhension, la capacité donc de les gérer, ça va permettre donc d'augmenter la confiance en soi, des attitudes positives. Ça va avoir donc des effets bénéfiques, des effets, je dirais, gratifiants sur cette intelligence émotionnelle. Et on a pu montrer que c'était complètement en lien avec les performances, avec les capacités, donc par exemple d'apprentissage, les performances, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient professionnelles ou autres. Donc on aura des moteurs pour venir nourrir cette intelligence émotionnelle, mais aussi des inhibiteurs, et le stress, les pressions, le doute, etc. vont être impactés comme ça ces performances. Alors, la vulnérabilité au stress, je voudrais ici vous parler de recherches qui ont été effectuées justement sur l'histoire personnelle. Là aussi, ça a été dit, ça a été revu dans la petite vidéo. Notre organisme, notre cerveau, etc., n'est pas quelque chose de figé. Il va y avoir certes une composante génétique, mais après, il y a toutes les expériences de vie, toutes les situations, tout un certain nombre de conditions qui vont venir donc impacter l'organisation de ce cerveau, l'organisation également, donc, et les fonctions de ces différentes, de ce qu'on a pu décrire juste avant. Il y a un petit problème. Merci. Alors ici, dans cette série d'expériences, les chercheurs se sont intéressés au stress, mais au stress lorsqu'il arrive à une période critique donc, du développement qui est au niveau prénatal. Donc, le design de cette expérience a été donc de prendre ici des rats qui étaient gestantes, et pendant leur gestation, pendant leur grossesse, eh bien, elles subissaient un stress quotidien qui était d'être immobilisées, de ne pas avoir liberté de mouvement pendant une demi-heure chaque jour. Ensuite, donc, on les a laissées accoucher, elles se sont occupées de leurs petits, elles les ont allaités, et on est venu s'intéresser à ces petits ratons devenus grands. Donc, une fois qu'ils étaient à l'âge adulte, on est venu étudier donc, leur axe du stress et toutes ces molécules que je vous ai décrites juste avant. Donc ici, vous allez avoir les niveaux d'ACTH, qui est un petit peu une molécule qui va contrôler ensuite la libération de cortisol dont je vous parlais, ici donc libéré par les surrénales. Et qu'est-ce qu'on trouve lorsque l'on mesure les concentrations sanguines de ces ACTH et de ce cortisol? Eh bien, on voit qu'à l'âge adulte, les petits ratons qui ont été stressés en prénatal vont avoir donc une hyperactivité de cet axe corticotrope, une hypersensibilité au stress. Lorsque maintenant on vient regarder si ça a un impact, en particulier ici, je vous en parlais tout à l'heure sur les capacités d'apprentissage et sur la mémoire, eh bien on reprend le même modèle expérimental et on vient utiliser un test comportemental qui permet comme ça de mesurer les capacités de mémorisation qui s'appelle ici la piscine de Morris. Alors, qu'est-ce que c'est que la piscine de Morris? Eh bien, c'est, ici, vous le voyez, une piscine dans laquelle est cachée, est immergée une plateforme. Donc, on a cette plateforme immergée, on met l'animal donc dans la piscine et il va nager, donc au hasard, comme ça, jusqu'à pouvoir venir découvrir cette plateforme et s'y poser dessus. Alors vous voyez qu'au niveau de cette piscine, il y a des repères visuels qui ne changent pas jour après jour. Et quand on vient faire la même expérience donc pendant 10 jours d'affilée,
eh bien, on peut observer que l'animal, cette fois, le rat, va directement à la plateforme. Il a retenu, il a donc mémorisé l'endroit où elle se trouvait. Et on mesure à chaque fois le temps que le rat met à venir se poser sur cette plateforme. Ce qui a pu être observé quand donc on s'est intéressé à quelle région du cerveau permettait, était important dans ces aspects de mémorisation, eh bien on a pu mettre en évidence que l'hippocampe, qui est une zone cérébrale qui porte ce nom car il a la forme d'un petit hippocampe des mers, eh bien lorsqu'on vient faire des lésions de cette région du cerveau qu'est l'hippocampe, on se rend compte que, eh bien, que ce soit le premier jour ou après 10 jours d'essai, l'animal n'a plus du tout cette capacité d'encoder, de retenir la position de la plateforme, et il met toujours autant de tours et de détours avant de la trouver. Alors, quand on vient regarder ce test-là, quand on vient réaliser ce test sur les animaux contrôle et sur des animaux donc, qui ont été stressés, dont la maman a été stressée en prénatal, eh bien, on se rend compte, c'est ce que vous avez ici donc, dans les ronds blancs, eh bien, vous avez le temps d'apprentissage, c'est-à-dire le temps à chaque fois mis par l'animal pour arriver à la plateforme, qui diminue jour après jour. Eh bien, on voit que les animaux qui ont été stressés, ils sont là à l'âge adulte, ils n'ont pas subi de stress pendant donc, leurs différents moments de la vie, juste la maman a été stressée en prénatal, eh bien on a une vitesse d'apprentissage qui est diminuée, une moins bonne mémorisation donc, qui est observée. Donc nous ne sommes pas tous égaux face au stress, il y aura des facteurs génétiques, il y aura des facteurs épigénétiques, ça va être justement toute l'histoire personnelle, et puis aussi ce quotient, cette évaluation, cette capacité de venir connaître, comprendre et donc gérer plus ou moins la situation qui va aussi impacter cette réaction face au stress. Alors pour finir, eh bien, je vais justement faire le lien avec ce que nous rappelait tout à l'heure le président de l'ARI, qui est cette neurogénèse, parce que cette neurogénèse, c'est vrai que c'est une découverte majeure dans les neurosciences, là, qui a pris pas mal de temps avant de pouvoir être démontrée, en particulier être démontrée à un âge avancé. On parlait tout à l'heure de 90-95 ans. Bien oui, il y a maintenant des démonstrations qui permettent des expériences, des résultats qui montrent bien que cette neurogénèse, certes, elle est beaucoup plus importante dans des périodes critiques du développement en postnatal, dans les premières années de la vie, mais elle persiste ensuite à l'âge adulte. Et cette neurogénèse, eh bien, ici vous voyez, c'est une coupe d'hippocampe là, au niveau de cerveau de rat. Et les nouveaux neurones, donc chaque petit rond vert ici est un neurone, et lorsque c'est un neurone nouvellement créé, eh bien, il apparaît ici en rouge. Donc on n'en a pas, on ne se reforme pas un cerveau tout au long en une vie. Il faut bien prendre ça avec quand même mesure et modération. Mais ce qu'on peut voir, eh bien, c'est que le stress diminue cette neurogénèse, et il va y avoir donc un nombre moins important de nouveaux neurones formés. Par contre, eh bien, on a maintenant cette démonstration aussi que cette neurogénèse, elle peut être boostée. Et elle peut être boostée par de nombreuses choses. Ça va être déjà une activité, avoir une activité, donc ici, ça a pu être démontré là aussi très clairement chez les rats ou chez les souris, quand on leur permet de bouger, c'est-à-dire on leur met ici une roue dans la cage, mais quand on leur permet aussi de jouer, c'est-à-dire que tout à l'heure il y avait une introduction de la directrice générale de la Française des Jeux, mais c'est montré, vous mettez dans une cage les souris avec des petits objets sur lesquels elles peuvent monter, passer dessous, et que vous leur changez régulièrement, donc c'est vraiment, elles jouent, elles explorent, eh bien elles augmentent leur
neurogénèse. Et donc, cette capacité de reformer et de venir réintégrer un certain nombre de neurones, eh bien, est majeure. Et donc, ce qui va être un peu le point commun de toutes ces activités, de tous ces événements qui sont capables de booster la neurogénèse, eh bien, c'est un petit peu tout ce qui va être source de plaisir aussi. De plaisir parce que faire donc une activité physique, jouer, ça va être aussi chanter, ça va être aussi écouter de la musique. Ça peut être donc un certain nombre de choses comme ça qui ont vraiment été bien montrées pouvoir impacter cette structure cérébrale. Il faut que ça se fasse avec plaisir parce que si là vous donc décidez de façon très théorique, bon allez, je vais essayer de booster ma neurogénèse et je vais m'inscrire à la chorale puisque le chant a été montré comme avoir de vraies vertus dans ce sens et que ça ne vous plaît pas, ça ne fonctionnera pas. Donc faire un certain nombre de nouveaux apprentissages, de nouvelles découvertes, de nouvelles activités avec plaisir est la meilleure façon de pouvoir booster son cerveau. Je vous remercie de votre attention.